Bonjour, bienvenue sur Question d'éthique. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la personne vulnérable et nous allons parler plus particulièrement de la personne handicapée et de ses droits. Alors, pour parler de ces questions, eh bien, nous avons Patrick Collignon. Patrick Collignon est pédiatre et généticien. Il est praticien hospitalier à l'hôpital de Toulon et il est coordinateur de la commission éthique et handicap à l'espace éthique méditerranéen. À côté de lui, Lydia Despinois. Lydia Despinois est psychologue au CAMPS. Je précise, le CAMPS, c'est le centre médico-social précoce de la Rose à Marseille et vous êtes détaché à temps partiel auprès de l'espace éthique méditerranéen. Pierre Lecause est philosophe, professeur agrégé de philosophie. Vous enseignez l'éthique médicale à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Forum, que je présente ici, qui est la revue de l'espace éthique méditerranéen, publiée par l'APHM, l'Assistance publique hôpitaux de Marseille. Et vous êtes aussi, j'allais dire de surcroît, membre du comité national d'éthique. À côté de moi, Jean Nodin. Jean Nodin est praticien hospitalier, chef de service de psychiatrie au centre hospitalier universitaire de la Timone à Marseille. Vous êtes professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Marseille. Merci d'être parmi nous. Corinne Touram. Corinne Touram est mère d'enfants handicapés. Vous êtes administratrice de la Chrysalide. Et puis, à côté de vous, Christian Bayon-Passe, qui est avocat, diplômé en éthique et en pratique médicale. Et vous êtes membre de l'espace éthique méditerranéen chargé d'enseignement à l'université Paul César. Merci à tous d'être présents parmi nous pour parler de la personne handicapée et de ses droits. Et alors, je voudrais peut-être tout de suite demander à Patrick Collignon, finalement, qu'est-ce que le handicap? Alors, il y a ce petit dicton anglais, la handicap. Vous pouvez nous expliquer ça? Je crois que c'est intéressant, effectivement, de prendre le terme à son origine étymologique. Donc, c'est un terme emprunté au vocabulaire turfiste. Et donc, pour les turfistes, la main dans le chapeau, le tirage au sort, c'est en fait un concept d'égalisation des chances. C'est-à-dire qu'on va alourdir le cheval le plus vaillant pour que tous les candidats aient la même chance d'arriver en premier au poteau. C'est ça l'esprit du terme turfiste. Et on peut-être dater l'apparition de ce mot dans le vocabulaire administratif français avec un rapport un petit peu oublié maintenant, en 1967, rapport d'un haut fonctionnaire, François Bloch-Lenné, qui a rajouté un terme de plus par rapport à incapacité, invalidité, tous les termes qui existaient à l'époque. Dans son rapport, donc, il a utilisé le mot handicap pour mettre en avant ce concept d'égalisation des chances, très généreux, utopique sans doute, mais qui revient, on en parlera peut-être plus tard, qui revient dans la loi actuelle sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Alors, quel type de déficience le handicap couvre-t-il en général? Alors, il faut distinguer, donc, à peu près à la même époque, il y a une trentaine d'années, un chercheur anglais a distingué 3 niveaux, selon un schéma qui peut être critiqué, mais qui reste très pédagogique et très clair. Il faut distinguer le niveau de la déficience, c'est la lésion anatomique. Par exemple, vous êtes paralysé des jambes. Le niveau de l'incapacité, c'est le niveau fonctionnel, vous ne pouvez pas marcher. Et le niveau du désavantage, c'est le niveau du handicap, c'est-à-dire puisque vous ne pouvez pas marcher, certains lieux publics vous sont interdits, certaines professions ne sont plus possibles. Et on pourrait dire que le handicap est le versant social de l'incapacité. Je crois que c'est toute l'importance du débat autour de ce concept. D'accord. Alors, une question qui vient à l'esprit, mais qui, à la lumière de ce que vous venez de dire, n'a plus finalement un sens aussi prégnant, c'est un handicap, est-ce que c'est permanent? Évidemment, donc oui, puisque c'est la conséquence d'un certain nombre de problèmes qui, eux, ne le sont pas forcément. Je viens de vous dire qu'en ce schéma en 3 niveaux, il y a, la lésion est permanente, l'incapacité, donc il y a les médecins rééducateurs qui vont aménager le déficit moteur, aider à la déambulation, aider à la marche. Mais donc je vous rappelle que cette notion de handicap renvoie aux questions sociétales, aux questions de société. Il y a effectivement des désavantages liés à l'organisation sociale. On voit que ce volet-là déjà peut être modifié et dans ce cas, le handicap diminue. Parce qu'il va favoriser une adéquation de l'homme à son milieu. Parce que quelle que soit la déficience, on peut essayer de faire en sorte qu'il y ait une adéquation la plus grande possible et la plus grande possibilité donnée pour développer au mieux les compétences, parce qu'il y en a toujours. Le handicap, ça vient donc du milieu des courses, et donc c'est quand même de la compétition, et c'est presque, il y a quand même cette notion toujours d'être performant. Donc même la personne handicapée, on doit l'aider à être performant, à être dans la société, à être compétitif. Enfin, quelque part, il y a toujours cette notion
de course. Oui, certainement. De course, Pas tout à fait. C'est pas être compétitif, mais c'est être développé au mieux ses possibilités de manière à être en adéquation avec le monde et de pouvoir réaliser au mieux ses possibilités d'autonomie et de respect de soi-même. Le fait d'avoir pris un terme turfiste, quand même, c'est quand même la... Ah, moi, j'ai horreur de ce terme de handicap, néanmoins. Mais je parlais par rapport au désavantage, à l'aspect qui est que, avec une déficience qui, elle, est une donnée sur laquelle on ne peut rien, on peut réaliser soi-même un développement qui sera le plus harmonieux possible. Pierre Lecause, On pourrait d'ailleurs ajouter que l'expression retard mental est aussi issue du vocabulaire de la compétition, parce qu'un retard, c'est aussi la possibilité pour le coureur qui a chuté en vélo d'ici quelques virages de rattraper l'écart avec les premiers du peloton. Le handicap et la normalité. Comment est-ce qu'on peut situer la normalité finalement plus que le handicap? Oui, c'est une notion très difficile. J'en prendrai un exemple bien simple. Après la guerre de 39-45, enfin après l'invasion des troupes allemandes, peu de Français sont entrés en résistance. On peut considérer que celui qui entre en résistance à partir d'octobre 1940, il est anormal. Alors, il est anormal sur le plan statistique, c'est-à-dire que très très peu de gens prendront le risque d'aller mettre leur vie en jeu, contre de très très dangereux soldats allemands. Et en même temps, il peut paraître anormal aussi au sens où il serait déraisonnable d'aller risquer sa propre vie quand la situation est à ce point catastrophique. Alors ça, c'est pour dire la variabilité du point de vue, puisque aux yeux du résistant, au contraire, il est tout à fait normal d'entrer en résistance dans ces circonstances-là. Le danger que porte ce concept de norme, c'est finalement de passer de ce qui est statistiquement le plus fréquent, un jugement simplement descriptif, au jugement de valeur. C'est bien d'être dans la norme, et donc c'est bien de rentrer dans la norme. Et c'est ça qui est discriminant et stigmatisant pour des parents d'enfants handicapés, c'est que l'enfant n'est pas dans la norme. Il y a l'idée d'une irréversibilité de sortir de la norme qui est particulièrement douloureuse. Finalement, ces normes, c'est la société qui nous les impose. Quelque part, la société normalise les comportements, l'ensemble des actions que nous y menons, la vie qu'on y a. Et donc, de cette manière, cette norme, elle est tout à fait, omniprésente. On ne peut pas y échapper. On peut faire des statistiques et des courbes de Gauss et montrer ce qu'est une norme en soi. Mais le problème de notre société, c'est plutôt de lui attribuer une connotation morale. Ce qui est le statistiquement le plus fréquent est aussi ce qui est le mieux et la manière dont il faut être, etc. C'est ça le danger de la norme. Jean Nodin, oui, je vous en prie. Je voudrais peut-être aller dans le même sens et continuer un peu le même débat. Il me semble qu'il y a un danger à opposer normalité à pathologique ou à handicap ou à maladie en général. Quelque chose de très important à dire, c'est que toute personne ayant un handicap est peut-être également normale, qu'il n'y a pas de... que cette opposition n'a pas de sens. Elle n'a pas d'autre sens que le sens que ça prend dans la tête d'un sujet. Au fond, c'est le sujet qui énonce qu'est-ce que c'est qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce qui est normal pour lui, qu'est-ce qui ne l'est pas pour les autres. Et c'est parce que le sujet se définit par rapport au monde qu'à ce moment-là, le handicap en tant qu'obstacle au libre déroulement de la vie peut prendre une sorte de signification, peut faire partie d'un jugement de valeur. Mais au fond, la norme, c'est un jugement de valeur et il n'y a pas de différence entre nous et les autres de ce point de vue. Les handicapés sont pareils que les autres, capables de ce jugement de valeur et ont besoin de ce jugement de valeur pour pouvoir se déterminer par rapport au monde et par rapport à la vie. Combien de personnes est-ce que ça touche en France globalement, les handicaps? Est-ce qu'il y a un moyen, des statistiques qui existent, Patrick Collignon, sur le nombre de handicapés en France, tout handicap confondu ou... Non, il y a des chiffres très, très divers et tout handicap confondu, on se perd dans une nébuleuse. Donc les choses sont mieux connues par catégorie de handicap. Je prends un exemple, la déficience mentale qui est quand même un petit peu la situation la plus caractéristique de désavantage dans notre société. On évoquait tout à l'heure la nécessité d'être performant, les parcours
imposée à chacun. Donc la déficience mentale est une situation caractéristique. Elle touche, dit-on, 14 enfants sur 1000 dans une population d'enfants. Donc à partir de chiffres de ce genre, on arrive effectivement à avoir une idée plus ou moins précise du nombre de handicapés mentaux, handicapés moteurs, etc. L'autre abord, c'est des commissions administratives, effectivement, qui ouvrent des dossiers. On reviendra là-dessus pour les droits à ces personnes. Mais une vision globale, exhaustive, analytique des situations de handicap dans notre pays comme dans d'autres pays, je crois que c'est un petit peu une vue de l'esprit. Et pourtant, on a mis en place des systèmes de classement du handicap. Est-ce que ça n'est pas une façon pour la société, justement, d'essayer d'arriver à saisir cette dimension particulière dans des domaines spécifiques? Ça permet d'avoir une idée, ça permet de faire des allocations de ressources, d'évaluer des coûts. Et donc, c'est relativement performant dans le domaine de l'enfance. C'est plus nébuleux à l'âge adulte et quand l'âge avance. Parce que quand on parle de handicap, il ne faut pas parler que d'enfants, on peut aussi parler d'adultes et de personnes âgées. Et là, l'évaluation est plus difficile. Tout dépend aussi un petit peu à quel niveau on va mettre la barre. Mais bon, si vous me posez la question des chiffres, c'est pas en centaines, c'est pas en dizaines de milliers, c'est pas en centaines de milliers, c'est en millions de personnes en situation de handicap qu'il faut compter dans notre pays. Donc même pas en pourcentage, on n'a pas une idée en pourcentage que ça représente par rapport à la population. Tout handicap confondu, je crois que ça n'a pas trop de sens. Par catégorie de handicap, oui, je vous ai cité l'exemple de la déficience intellectuelle 14 pour 1000, on a des idées un petit peu plus précises. Parlons un petit peu du statut du handicapé. Christian Bayon-Passe, est-ce qu'il y a un statut du handicapé en France et que dit la loi à ce propos? En réalité, il y a deux choses. Il y a à la fois le statut du handicap et le statut du handicapé. Puisque statut du handicap, c'est-à-dire que nous disposons désormais, c'est très récent, d'une loi de février 2005 qui définit en France ce qu'est le handicap. Et justement, pour faire écho à la discussion qu'on vient d'avoir, c'est que le droit français, le législateur, a choisi une définition quand même à la fois large, assez souple, me semble-t-il, du handicap, et qui s'inspire d'ailleurs de la classification internationale du handicap, et notamment de la classification au niveau de l'OMS en matière de santé mentale. Et ce que nous dit la loi sur le statut du handicap, c'est-à-dire de toucher du doigt, j'allais dire, juridique, ce qu'est la situation de handicap, c'est en réalité toute limitation d'activité ou restriction de la participation, et regardez bien et entendez bien comment c'est conçu, à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive. Donc on a ce critère de durée, d'une ou plusieurs de ses fonctions physiques, sensorielles, psychiques, cognitives. Donc vous voyez une définition très large du handicap qui va effectivement permettre après, en fonction du thème qui est le nôtre, personnes vulnérables, d'accorder une protection. On verra si c'est une protection accrue ou égalitaire de ces personnes qui sont dans ce statut. Et puis alors à côté du statut du handicap, il y a le statut de la personne handicapée qui résulte d'un très grand nombre de lois. Et pour résumer, en réalité, il y a deux grands droits autour desquels s'organise le statut de la personne handicapée. C'est un, bien sûr, le droit à l'intégration dans la société de toute personne qui souffre d'un handicap. Mais déjà dans les mots, vous voyez, on dit toute personne qui souffre d'un handicap. Il faudrait peut-être oublier cette notion. Oui, on dit souffre. Oui, tout à mais fait. Dans les lois, dans l'esprit des lois, c'est la souffrance qui est toujours là. Et puis, deuxième point cardinal du statut de la personne handicapée, c'est évidemment l'interdiction absolue de discriminer, en tout cas discriminer négativement. On verra tout à l'heure s'il ne faut pas discriminer positivement. Ok, alors il y a des organisations qui prennent en charge ou qui aident en tout cas la prise en charge des handicapés, notamment le CDES et puis la Cotorep. Alors peut-être quelqu'un peut expliquer un peu ce que sont ces organisations. Lydia Lépinois. Alors la CDES, c'est la Commission départementale d'éducation spéciale qui va étudier les demandes d'orientation, enfin qui va essayer de gérer l'orientation des enfants. Commission départementale d'éducation spéciale, c'est pour les enfants. Oui. Cotorep, c'est pour les adultes. Voilà, je pense que mon collègue parlera de la En Cotorep. gros, on en parlera un peu tout à l'heure. Voilà. Donc allons-y pour la CDES. Expliquez-nous un peu ce que ça La fait. CDES donc, est composée de diverses personnes que je ne vais pas énumérer, mais enfin l'éducation nationale s'y retrouve, la sécurité sociale, des médecins, le médecin du service public, un psychiatre, etc., assistant social, et enfin, disons différents représentants de la société.
Le problème, je pense que la CDES a été mise en place au départ pour essayer de régler la question des orientations qui avant se faisaient. Bon, vous pouvez passer des accords comme ça, un professionnel ou un parent voit une institution passer un accord et l'enfant pouvait être placé pour essayer de penser l'orientation. Maintenant, ça partait d'un bon sentiment, ça montrait aussi ses limites. Puisque nous avons quelquefois des équipes qui présentent un projet d'orientation, notamment en intégration scolaire, puisque les demandes d'aide à l'intégration, d'aide de vie scolaire, passent par la CDES, et puis des gens qui donc ont suivi l'enfant depuis 5-6 ans, qui font un projet, la CDES, après examen de 20 minutes, dans le meilleur des cas, va dire non. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas qu'une critique personnelle, puisque la CDES, normalement, devrait disparaître, et on devrait avoir bientôt la maison du handicap qui remplace et qui regroupe, qui aurait une mission plus large, et j'espère peut-être plus adaptée, parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir penser l'orientation, et qu'il y a un tiers entre l'institution et la famille, mais en même temps, il faut aussi qu'un projet qui se tisse au fil des jours et des années ne viennent pas comme ça à être balayés au fil d'un examen. Lydia, vous nous parlez de la CDES, mais il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, la Cotorep. Peut-être Patrick Collignon peut nous dire un mot, nous expliquer ce que c'est que la Cotorep, donc pour les adultes. Oui, je crois qu'il faut donner 2 jalons, qui sont des lois en fait. Une grande loi en 1975, dite d'orientation en faveur des personnes handicapées, qui a été issue d'ailleurs du rapport que je citais tout à l'heure, le rapport de Bloch-Lenné. Et cette loi a institué CDES, Commission départementale d'éducation spécialisée pour les enfants, et Cotorep, Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour les adultes. Donc c'était des mesures à la fois d'allocation de ressources, des mesures qui visaient à une intégration et des enfants en milieu scolaire et des adultes en milieu du travail. C'est le rôle de la Cotorep. Et donc deuxième étape, la loi qu'évoquait tout à l'heure Christian Bayon-Passe, la loi de février 2005, qui remplace celle d'il y a 30 ans, qui, quelque part, doit induire aussi une même révolution culturelle dans notre société. Et cette loi va regrouper ces 2 commissions, CDES et Cotorep, dans la maison des personnes handicapées, pour que le parcours de vie de l'enfant qui devient adulte ne soit pas une rupture comme c'est constaté actuellement. Une continuité et que la prise en charge de ce handicap puisse... Donc ces 2 commissions ont rendu de grands services depuis 30 ans, mais il est temps de reformater tout ça. Justement, à propos du Code du travail, qu'est-ce que le Code du travail prévoit par rapport aux personnes handicapées? Christian Bayon-Passe. Eh bien, il prévoit beaucoup de choses, puisque ça fait plusieurs années que le législateur s'occupe de savoir comment la personne handicapée, et notamment maintenant avec cette définition du handicap que nous connaissons depuis février 2005, va pouvoir continuer d'être intégrée dans le milieu social et professionnel, car évidemment, nous disions tout à l'heure l'intérêt qu'elle ne soit pas coupée du monde. Alors pour résumer, parce qu'évidemment ce serait trop long, 4 axes, je dirais, autour desquels s'orientent les lois ou la loi. Premier axe, évidemment, c'est la non-discrimination à l'embauche. On ne peut pas discriminer à l'embauche en raison du handicap. Le deuxième axe, c'est évidemment la non-discrimination dans l'exercice même de la relation de travail, dans les conditions de travail. Le troisième axe, c'est d'une manière générale de permettre à la personne handicapée de continuer de s'insérer professionnellement, donc c'est le droit à l'insertion professionnelle. Et enfin, quatrième axe, on va dire, c'est depuis plusieurs années l'obligation qui est faite aux entreprises, et notamment aussi au secteur public, de prévoir et de respecter des quotas, c'est pas très joli, mais c'est comme ça, des quotas en matière d'embauche, c'est-à-dire d'emplois réservés, Patrick Collignon en parlait tout à l'heure, je crois, au bénéfice des personnes handicapées. Est-ce qu'on peut parler de discrimination positive envers les personnes handicapées dans ce contexte ? Alors, il faut d'abord s'accorder sur c'est quoi une discrimination positive. On en parle beaucoup, donc c'est un grand débat. Pour résumer et pour faire simple, puisque Pierre Lecoz est là, donc je vais citer un philosophe qu'il connaît évidemment, Aristote, qui disait à l'époque « traiter de manière égale les situations inégales perpétue l'inégalité ». Donc l'idée de la discrimination positive, c'est ça. C'est dire que les personnes qui ne sont pas dans une situation de droit ou de fait initiale identique doivent être traitées de manière différente par la loi et par le droit pour leur permettre effectivement d'accéder
aux mêmes droits et aux mêmes situations que les autres. Donc effectivement, c'est un objectif de rattrapage de discrimination positive entre groupes inégaux. Alors exemple, c'est évidemment la loi de février 2005 qui organise certains principes et certaines règles dans cette philosophie de la discrimination positive. Et juste un petit exemple pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire la discrimination positive. Une personne handicapée, un jeune étudiant qui est dans la situation de handicap, on va par exemple lui reconnaître que lors d'une session d'examen, il va pouvoir évidemment bénéficier d'un temps supérieur à celui de ses collègues dans une limite d'un tiers de temps, mais enfin il va pouvoir effectivement rester plus longtemps dans l'amphithéâtre pour pouvoir composer. Et au besoin, la loi autorise évidemment la possibilité, c'est une discrimination positive, de permettre à cet étudiant d'avoir un examen, d'avoir une session en quelque sorte d'examen à la carte, en fonction de sa situation, pour qu'il puisse, dans les conditions qui sont les siennes, arriver au même diplôme et avec les mêmes chances que les autres étudiants, les autres individus. Mais est-ce que la loi, malgré toutes ces mesures qui permettent justement, en quelque sorte, d'essayer de rattraper ce que le handicap apporte malheureusement aux personnes qui en souffrent, excusez-moi d'utiliser ce vocabulaire qu'on essaye de bannir, mais qui malgré tout est bien là, est bien accroché, je le regrette. Est-ce que le fait que la loi apporte ça, est-ce que malgré tout ça fonctionne? Je veux dire, les gens ont-ils réellement les mêmes chances à la sortie? De votre point de vue? Alors, deux réactions à chaud. Un, la loi fixe un cadre, il ne faut jamais l'oublier. Oui, oui. Et effectivement, la loi, c'est ce que les hommes et ce que les gens en font. Alors évidemment, la loi pose des règles et pose aussi, bien sûr, des sanctions. C'est-à-dire que si personne ne joue le jeu ou si on ne joue pas le jeu comme il le faut, il y a des sanctions civiles, pénales, financières. Mais c'est dommage, effectivement, d'attendre de devoir sanctionner pour que tout le monde joue le jeu. Mais ça, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autre solution. Et rappelons-nous surtout qu'une loi n'est là, normalement, que pour fixer un cadre. Après, c'est les citoyens et c'est les acteurs qui doivent la mettre en œuvre. Et puis, deuxième réflexion, un CV, on sait comment ça se passe dans l'entreprise, ne serait-ce que Pierre Lecoz le rappelait, avec la peau, même si on peut tricher avec une photo, déjà avec la photo, eh bien, on est discriminé à l'embauche. Peut-être qu'on n'aura pas de réponse. Donc voilà, je ne vous fais pas de dessin. Jean Nodin, vous vouliez ajouter quelque chose? Au sujet de la discrimination et du handicap et de la loi de février 2005. Je crois que cette loi, pour le psychiatre que je suis, je ne voudrais pas anticiper sur les séances suivantes, mais apporte quelque chose de remarquable, c'est qu'elle reconnaît enfin le handicap psychique. Et qu'il y a quand même aussi une sorte d'inégalité entre les handicaps entre eux. Et c'est quelque chose qui a longtemps posé problème. En tout cas, ça fait depuis que la loi sur les handicapés existe, depuis que la Cotorep existe, ce sont essentiellement des handicaps visibles qui sont reconnus et au fond admis et réintégrés. Les handicaps invisibles ont beaucoup plus de difficultés à être reconnus. Et ayant des difficultés à être reconnus, là, il y a vraiment une discrimination essentiellement négative. Et on peut espérer que la loi de février 2005 y change quelque chose. D'accord. Alors, on va essayer de passer un petit peu maintenant au milieu associatif qui a un rôle très important à jouer pour les personnes handicapées. Et donc, j'aimerais me tourner vers vous, Corinne Touram. Donc, quel est ce rôle que le milieu associatif joue, puisque vous êtes membre de la Chrysalide, donc vous savez un peu comment ça se passe, vous êtes active dans le domaine. Et disons que la part des associations est très importante, puisque 80% des centres, des établissements sont créés, tenus, développés par des associations. Donc c'est absolument énorme. Et en plus, ça a un côté rassurant, puisque souvent ce sont des associations de parents d'enfants handicapés ou d'amis de frères et sœurs. Donc c'est le côté rassurant de se dire ce que je veux pour mon enfant, je le fais pour les autres enfants. C'est rassurant pour les parents, c'est dynamique. Et le rôle des parents, alors, parce que les associations, c'est une chose, mais finalement, la première structure de prise en charge, c'est bien la famille. Voilà. Donc, quel est le rôle des parents par rapport à ça? Et c'est vrai que le défaut, je pense, au départ, c'est de vouloir créer sa petite association, son petit établissement avec son enfant, parce que c'est nous qui allons bien nous en occuper. On va le trouver son petit kiné, sa petite crèche qui va l'accueillir, etc. Et puis, en fait, il faut réaliser qu'il vaut mieux rentrer dans une association qui a du poids, qui va pouvoir créer des choses, parce que tout seul, on va rien créer. Donc il faut en fait rentrer dans une association. Moi, j'ai fini
J'ai mis du temps quand même à rentrer dans une association, mais je suis allée vers la Chrysalide qui a du poids, qui va pouvoir influencer les lois, qui va pouvoir influencer, avoir son mot à dire, parce qu'elle-même est intégrée dans l'UNAPI, qui est encore plus, qui est donc nationale, etc. Et je pense qu'il faut avoir du poids, il ne faut pas rester dans sa maison avec son enfant. Oui, bien sûr, j'imagine qu'effectivement, toutes les actions, si elles peuvent être démultipliées, et en plus, c'est toujours mieux. Pour les parents, ils ont besoin d'être actifs, ils ont besoin d'agir. Et donc, d'être dans une association, vous êtes bénévole, vous êtes actif, vous donnez vos idées, et vous agissez. Alors, est-ce qu'il y a des aides spécifiques que la loi permet de donner justement aux parents et aux familles d'enfants handicapés, aux enfants handicapés eux-mêmes, de manière à pouvoir améliorer en quelque sorte la prise en charge et l'ensemble des démarches, de l'enseignement, de la prise en charge en général, en fait? Quand on a réussi en fait à rentrer dans le moule, à rentrer dans le statut, à ce moment-là, vous avez une aide énorme. Vraiment, on a une aide financière qui est considérable. Les prix de journée dans ces établissements sont très élevés. Donc on est vraiment complètement aidé. Mais il y a tout un chemin. Je sais que mon fils est rentré dans un institut, il avait 10 ans, enfin il avait 9 ans et demi. 11 ans, je crois, maintenant. Voilà. Hein. Il est rentré à 9 ans et demi. Et jusque-là, on essayait de l'intégrer à l'école, le temps qu'il a pu aller à la maternelle, il est allé à la maternelle, etc. Ça, c'est à votre charge, parce qu'on n'arrive pas à trouver d'agent d'intégration. Donc on salarie nous-mêmes une personne qui va l'accompagner à l'école, etc. On est vraiment on se sent tout seul. Et puis, donc il y a les commissions de la CDES, etc., qui un jour vous donnent le tampon. Et votre enfant, ça y est parti. Donc il y a toute une liste d'attente qui est très longue pour entrer dans un établissement parce qu'il n'y en a pas assez. Et donc il y a toujours 1 an, 2 ans d'attente quand tout va bien pour entrer dans un établissement. Mais après, je trouve que c'est formidable. On est vraiment, vraiment aidés. Mais qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans le moule? Vous avez utilisé cette expression tout à l'heure, excusez-moi d'y revenir. Rentrer dans le moule, ça veut dire faire des choses spécifiques pour être, comment dire, dans la normalité de la prise en charge. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Mais je veux dire que le handicap est un statut. C'est un statut. C'est ça, donc faire reconnaître ce statut, c'est ça le vrai combat finalement. C'est-à-dire qu'avant, votre enfant, c'est votre enfant. S'il s'appelle Benoît, c'est une personne, c'est un petit garçon qui a tel âge, etc. Il va falloir qu'il passe dans une commission, qu'il ait un certificat médical où on lui dit qu'il ne peut pas faire ci, puisque on évalue les avantages. Quand on évalue qu'il a 80% de handicap, vous voyez, vous rentrez quand même par des commissions. Il y a une sorte de marchandage du handicap, ça veut dire on dit il y a tant de pourcents, il y a ci, il y a ça, et selon ces pourcentages, je vous en prie. Je m'excuse, peut-être un parcours du combattant administratif, et c'est peut-être tout l'intérêt de ce guichet unique qui sera la maison des handicapés, donc sujet très, très actuel. Hein. La maison du handicapé devrait aider les parents, les conseiller, faciliter ces démarches administratives et ne pas donner cette impression que vous avez ressentie d'un parcours difficile avant d'obtenir un dossier officiel qui reconnaisse votre enfant comme un statut de handicapé. C'est-à-dire qu'au tout départ, les parents sont lâchés dans la nature. On ne sait pas où ils sont. Je veux dire, la CDES ne sait pas qu'il y a des parents avec un enfant handicapé. Ça ne va pas dans ce sens-là. C'est vous qui devez... C'est à vous d'y aller. C'est à nous d'y aller. Alors, nous, c'est le pédopsychiatre qui a suivi Benoît, nous a conseillé, fait le certificat médical, qui nous a amenés vers ça. Mais sinon, personne ne sait que vous êtes... vous êtes dans votre maison avec votre enfant. Il y a un rôle des médecins et des travailleurs sociaux pour accompagner. Et ça met du temps, parents. tout ça. En plus, il y a une espèce de réticence. Parce que justement, c'est ce côté indélébile. Vous avez un espoir qui persiste constamment, qui persiste pendant très longtemps, que votre enfant va évoluer, que votre enfant va s'intégrer, va rester à l'école, etc. Et donc, vous refusez qu'on vous donne le statut d'handicapé, parce que c'est définitif à vie. Et donc ça, c'est un passage difficile. Dans le langage de la vie courante, de la vie de tous les jours, Cotorep est devenu une injure. Il faut reconnaître les choses. Il arrive qu'on entende des patients dire « je ne veux pas devenir Cotorep ». Et pour moi, c'est tout à fait significatif. C'est quelque chose qui est quand même, qui jusqu'à présent était en soi stigmatisé. Ça ne facilitait pas l'accès des parents aux démarches ordinaires, normales. C'est pas facile, par exemple, pour un psychiatre de dire à une famille pour la première fois, il faudrait faire ces démarches-là. On est obligé de l'expliquer de façon à ce que ça soit accepté et favorable. Maître Bayon-Passe. Oui, c'était juste pour réagir à ce que disait Corinne Touram, dans la mesure où il y a encore une deuxième phase du parcours qui est encore plus difficile, si tant est que c'est plus difficile, c'est qu'effectivement, si vous ne rentrez pas dans la logique de grille, de seuil, de critères, vous avez 2 solutions. Soit de vous renoncer,
C'est-à-dire que vous renoncez à faire valoir le statut qui vous permet, surtout à l'enfant, d'être pris en charge, parce qu'on n'est pas éternel, c'est ça la question. Ouais. Ou alors vous vous battez, c'est-à-dire que vous entamez un second parcours qui est un parcours judiciaire, où vous allez contester les décisions de la Cotorep et vous avez des grilles, des seuils, des critères pendant 10 ans de votre vie devant les juridictions de la sécurité sociale, du tribunal de grande instance. Et là, c'est encore plus un parcours souffrance parce qu'on se dit que là, si ça ne marche vraiment pas, c'est 10 ans de sa vie qu'on a bousillé en plus du reste. Donc c'est très dur. Corinne, je me retourne vers vous à nouveau. Donc, après tout ce parcours qui est donc plein de difficultés, etc., ce soulagement qui arrive quand votre enfant est enfin pris en charge dans un établissement avec l'aide des associations, vous nous avez expliqué comment, justement, ces associations vous apportaient le soutien, le poids, l'aide qu'il fallait pour que les dossiers puissent enfin être connus, que le tampon soit mis sur les formulaires. Mais tout ça, est-ce que ça amène finalement une sorte, si je puis dire, d'égalité des chances et parmi les personnes handicapées, est-ce qu'il y a aussi une égalité des chances vis-à-vis de cette prise en charge, en quelque sorte? C'est vrai qu'il y a une grande évolution qui va vers le... Maintenant, on reconnaît que l'enfant peut progresser, et donc il y a quand même une dynamique. Avant, il y avait une prise en charge presque médicale, hein. Et maintenant, il y a quand même une dynamique vers le progrès, et donc ça, c'est à mon avis, le grand changement. Et on fait beaucoup participer la famille. C'est vrai que c'est extrêmement éprouvant pour les parents, mais pour travailler donc dans un CAMS, comme ça a été annoncé, on essaie d'accueillir le plus tôt possible les enfants ayant des troubles divers. C'est une mise en contribution extrêmement importante des parents, mais les parents et l'enfant restent toujours au centre, et c'est eux qui avancent. Comme on ne sait pas quel est l'avenir, c'est vrai qu'on a effectivement on construit l'avenir, non pas pour la compétition, mais pour la réalisation de soi. Hein. Donc cet avenir, donc on va pas à pas. L'intégration scolaire, l'intégration en crèche, l'intégration scolaire reste des outils indispensables. Tant qu'on peut, on ne sait pas, peut-être que cet enfant pourrait rester jusqu'à 6 ans, peut-être jusqu'à 8. On a eu certains enfants autistes aller en primaire et pouvoir y réussir. Bon, à condition qu'il y ait une aide. Et c'est là qu'on tombe sur le problème du handicap qui, lui, est social. Et tout à l'heure, Patrick Ollivion parlait de situation de handicap. Ils sont en situation de handicap. C'est-à-dire que malgré le rapport Lachaud d'il y a quelques années, disant il faut bannir le mot d'intégration, parce que tout enfant a sa place dans l'école. Bon, c'est très bien. Néanmoins, l'école maternelle, par exemple, n'est pas obligatoire. On ne prend pas forcément l'enfant qui est en difficulté pour avoir un AVS pour accompagner l'enfant, parce que ces enfants ont besoin d'aide auxiliaire de vie scolaire, sociale, selon les cas, qui peut accompagner l'enfant à l'école pour quelques demi-journées ou à temps plein, pour lui permettre, soit parce que cet enfant a besoin d'une aide pour lui-même physique, mais quelquefois parce qu'il peut avoir, de par ses angoisses, un effet perturbateur, et lui être perturbé aussi, puisqu'il faut voir, mais que l'enfant aussi peut être en souffrance. Mais on se rend compte que quand ces enfants arrivent à être intégrés avec un accompagnement, ils font bénéficier à toute la classe de quelque chose, d'une attention particulière. Donc, je ne vais pas m'étendre sur l'intégration, mais donc cette intégration, il faut qu'elle soit accompagnée. Donc, il faut que la société ne mette pas de handicap à l'enfant qui a lui-même, qui ne possède pas le même code. Ensuite, et ainsi de suite. Et quand, effectivement, dans ce monde ordinaire, où il est au centre avec sa famille, il n'y a plus de possibilité de suivre son chemin, les institutions spécialisées peuvent offrir effectivement une voie. À ce moment-là, là, on se heurte au manque de place, aux tampons, aux procédures. Est-ce que vous disiez, mais normalement, tout ça est accompagné. Je sais qu'au CAMS, on fait cet accompagnement, c'est pour ça que ça s'appelle médico-social, et précoce, en dehors du fait que ça intervient tôt. On a oublié le psychologique, je suis là pour le rappeler. C'est-à-dire qu'il y a une équipe pluridisciplinaire et qui va travailler sur les différents aspects psychiques, intrapsychiques pour l'enfant, des psychothérapies, intersubjectif et relationnel entre l'enfant et sa mère, entre l'enfant et le milieu, social, entre les liens autour de la société, rééducatif, et ainsi de suite, qui fait que la mère, les parents sont au centre d'un parcours, comme vous disiez, qui est éprouvant, mais ils ne sont pas seuls, en principe. Il faut qu'ils rencontrent l'équipe. Bien, écoutez, on va terminer sur ces témoignages. Je vous remercie donc d'avoir participé à ce débat sur les droits des personnes handicapées. On se retrouve demain, toujours pour parler des personnes vulnérables avec les mêmes témoins. Et nous parlerons du regard social sur la personne handicapée. À demain sur Question d'éthique.